On a des espèces d'idées préconçues, là. Innovation égale technologie, là, égale nouvelle patente, bébelle. L'innovation, ça peut aussi être décliner le livre de différentes façons que l'objet livre papier. Dans mon métier, s'il y avait des gens qui voulaient avoir des livres en signaux de fumée, mon métier, ce serait de le faire. L'innovation, on ne la retrouve pas uniquement dans les milieux technologiques ou scientifiques. C'est aussi bien présent dans les arts et la culture, à commencer par les livres. Nos éditeurs et éditrices renouvellent sans cesse la façon de faire vivre du contenu pertinent en dehors de l'objet conventionnel du livre papier. Le livre a besoin de la créativité débordante des métiers de l'édition, parce que l'innovation permet une accessibilité au livre et favorise une plus grande pérennité. Les métiers de l'édition sont méconnus. Pourtant, si on arrive à se plonger dans des univers extraordinaires en ouvrant nos livres préférés, eh bien, c'est grâce à leur travail. Quel est le secret? Je m'appelle Catherine Emmanuelle Brunet et je vous propose une incursion inédite au cœur des maisons d'édition du Québec, là où le goût du risque et la passion font naître le meilleur de notre littérature. Curiosité, technologie, Passion, création, création, technologie, curiosité, technologie, création, technologie. Chut! Secret d'édition, épisode 6. Innover. Je n'ai pas étudié en édition, j'ai tout simplement pris, si on veut, les leçons du milieu autour de moi, en ayant été libraire, journaliste et tout, et de me dire, si je peux faire les choses différemment, ou à tout le moins essayer de renouveler certaines pratiques, je vais peut-être être capable de ne pas être un clone ou me substituer à une maison déjà existante. Quand Antoine Tanguay parle des débuts d'Alto, il dit souvent qu'il a fondé une maison d'édition par accident. Il n'avait pas l'intention au départ de devenir éditeur, mais l'idée a germé en lui un soir de discussion entre amis. En 2005, Alto est né. 20 ans plus tard, c'est une des maisons d'édition au Québec qui mélange la publication de littérature d'ici avec celle d'ailleurs. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres d'Emile Ferris. C'est un tournant dans l'histoire de la maison parce que, et c'est, je vais plutôt dire un accident. Et je crois beaucoup aux accidents parce qu'il y a, pas qu'il n'y a pas de hasard, mais il y a une forme peut-être de synchronicité parfois qui advient dans la vie. Et dans ce cas-ci, c'est d'avoir entendu parler d'un livre qui était prisonnier d'un bateau. Le bateau, en fait, l'armateur n'avait pas payé ses taxes. Et donc, il y avait plusieurs milliers de copies d'un bouquin qui s'appelait My Favorite Thing is Monsters, publié chez Fantagraphics, qui était très recherché parce que la rumeur voulait que cet album-là soit extraordinaire, très innovant. Absolument innovant, oui. Une œuvre captivante qui est à la fois une enquête, un drame familial et un témoignage historique en plein cœur du Chicago des années 60. Le visuel mélange de façon habile le réalisme et l'imaginaire, avec une proposition unique sur feuille lignée qui dégage une surprenante sensibilité. Au niveau de la narration, c'est quelque chose qui n'a pas été vu souvent. C'est très hybride comme forme. C'est dessiné au stylo. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que ce livre-là ne cadre pas dans un contexte de graphic novel, comme on appelle aux États-Unis. Donc, déjà, c'était un ovni, si on veut. Alors, j'ai fait les pieds et les mains pour trouver une copie que j'ai trouvée à 250 $ sur eBay. Et éventuellement, je le lis. J'ai contacté donc M. Toussaint Louverture pour travailler avec lui sur ce livre-là parce que c'était un défi de production. Donc déjà, je savais qu'il y avait quelque chose là. J'en ai imprimé quelques milliers et j'ai réimprimé extrêmement rapidement parce que toute l'histoire d'Emile Ferris, donc sa maladie, son retour à la santé, la production même, donc de ce livre-là qui a été extrêmement longue, font que l'histoire derrière le livre l'a transporté. Elle a été éventuellement à Tout le monde en parle, et là, c'était d'ailleurs, tout était calculé pour que les copies arrivent quelques jours avant Tout le monde en parle. Sinon, on était littéralement foutus. The one thing I can tell you about drawing is that when I'm drawing, and I think it's because when I'm... L'histoire d'Emile a fasciné dès le départ les gens, elle a ému les gens. Il faut dire qu'Emile Ferris, qui est venu à Montréal justement pour Tout le monde en parle, et le Salon du livre de Montréal, là, les gens se sont rendus compte qu'elle était exceptionnelle. C'est une espèce de sorcière gentille, mais elle prend les mains des gens. Elle dessine, elle prend le temps de parler avec les gens. Et j'ai jamais vu autant de lecteurs, de lectrices pleurer face à quelqu'un. C'était un peu même problématique parce que c'était tellement long que finalement, en 3 ou 4 heures, elle signait à peu près une quinzaine de bouquins parce qu'elle avait fait de la psychothérapie avec 22 personnes.
Donc, il y avait quelque chose qui était un peu unique. On est parti d'une maison d'édition qui faisait du livre de formation policière. On s'est retrouvé en album illustré. En fait, c'est de la détresse. Je pense que l'innovation, c'est aussi de la détresse, des fois, qu'on transforme en action. Véronique Fontaine dirige Fonfon depuis sa fondation en 2010. Tout comme Antoine Tanguay, c'est un peu par hasard qu'elle s'est retrouvée éditrice. Au départ, la maison d'édition appartenait à son père, les éditions André Fontaine, spécialisées en manuels policiers. C'est pour dire que Fonfon est né comme ça, avec un désir de faire 50 copies pour la famille. C'est une thérapie de groupe, cette affaire-là. Ça a fini avec un distributeur, 2000 copies de... Je sais pas ce qui s'est passé en 2010, mais Fonfon a été lancé, puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est à la suite de son décès que Véronique décide de reprendre la maison, mais en changeant sa vocation pour en faire une maison d'édition jeunesse. Fonfon a été parmi les premières maisons d'édition à se lancer dans des expériences numériques, entre autres avec le projet Fonfon Interactif, l'atelier de création Fonfon et des livres audio. La collection de livres de première lecture, je l'aime cette histoire-là, parce qu'elle est très personnelle, puis elle est étroitement liée à Simon Boulris, que j'aime d'un amour profond. Là, on se reporte, là, on est, mettons, en 2014-2015, mettons. Ma fille est en première année à l'école, elle apprend à lire. Là, évidemment, moi, je suis une éditrice de livres jeunesse. Chaque soir, on lit des albums, puis on a donc bien du plaisir avec la littérature. Et là, quand elle se retrouve à enfin être capable de lire par elle-même, je me dis, un monde s'ouvre à elle, c'est incroyable. Elle veut plus lire. Parce que là, elle doit chaque soir lire un petit livre qui est dans son sac. Mais c'est pas vraiment des livres, c'est comme des petits feuillets. Puis il n'y a pas d'histoire, c'est d'un ennui mortel. C'est plate. Puis là, c'est la crise pour lire, comprenez-vous? Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je me dis, attends, il y a quelque chose là, qui marche pas. Puis il y en a des bonnes premières lectures, là, ça existait déjà, mais je me disais, là, il faut amener quelque chose de nouveau là-dedans. Je réfléchissais, j'ai beaucoup... C'est long, hein, innover. Il y a des idées qui mijotent longtemps. Ça fait longtemps, moi aussi, que je veux amener les créateurs plus près des enfants. Tu sais, en créer des petites vedettes, là, si on veut, tu sais, les mettre au cœur de l'enfance. Comment les amener? Comment créer ce lien-là? Travailler en édition, c'est une position toujours un peu en amont des changements en société. Il faut savoir être à l'avant-garde, rester curieux et curieuse, en ayant un excellent flair pour pouvoir déceler ce qui intéressera le public de demain. C'est là où l'innovation prend tout son sens. C'est justement ce qui est au cœur de la démarche de Gilles Herman, des éditions du Septentrion. L'innovation, ça peut aussi passer par une autre façon de découvrir du contenu ou d'autres façons de trouver des idées pour faire du livre. Le métier d'éditeur est particulier, hein. On se fait solliciter pour publier des livres, on reçoit des manuscrits, on rencontre des gens à différentes occasions et on développe des projets de livres. Mais il y a des fois aussi de notre côté où on a des idées, où on voit passer des choses, puis on se laisse influencer, puis on réfléchit à des choses qui n'ont jamais été faites. Gilles Herman travaille aux éditions du Septentrion depuis plus de 20 ans. En 2005, il en devient l'actionnaire principal et le directeur général. C'est une maison d'édition spécialisée en histoire et en sciences humaines. Il est aussi le fondateur de Hamac, une maison d'édition de romans et de recueils de nouvelles qui fait maintenant partie des productions Somme Toute. Quand on avait fondé Hamac, l'idée, c'était avec Éric Simard, qui était le directeur littéraire à l'époque. L'idée, c'était de présenter de la littérature contemporaine, beaucoup d'autofiction, beaucoup de littérature aussi autour des questions LGBTQ+. Bon, c'est des choses qui nous intéressaient particulièrement, puis on voyait qu'il y avait pas grand monde qui s'intéressait à ce moment-là à ces sujets-là. Mais Hamac, c'était aussi pour nous autres un laboratoire d'exploration. On voulait se permettre de faire des choses là-dedans qu'on voyait pas ailleurs. Et on avait développé des sous-collections dans la collection, on va dire ça comme ça. Et entre autres, on avait développé Hamac Carnet, où on s'intéressait à ce qui se faisait sur Internet. Et les carnets, c'était ce qu'on appelait à l'époque les blogs. Les blogs, quand on se remonte il y a 10-12 ans, c'était quand même un phénomène très important. C'est une nouvelle façon de s'exprimer pour toute citoyenne ou tout citoyen, de prendre la parole. Puis moi, j'ai toujours été curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans mon environnement de lecture. Et donc, je suivais plusieurs blogs, je suivais plusieurs personnes que je trouvais intéressantes là-dessus. Et évidemment, au bout de quelques années, j'ai réalisé qu'il y avait des corpus de textes extrêmement intéressants, extrêmement pertinents,
mais qui sortaient pas de la sphère, de la blogosphère, comme on dit justement, qui percolaient pas dans le grand public. Et donc, on avait eu l'idée avec les collègues de publier des blogs et donc d'aller voir les auteurs de blogs. Ça peut sembler aujourd'hui très évident et aujourd'hui, on va voir les youtubeurs, on va voir les influenceurs ou les créateurs de contenu et on va les voir pour faire des livres. Mais à l'époque, les blogueurs, les blogueuses, ça intéressait pas grand monde. On avait sorti trois premiers livres autour des blogs, puis pas des moindres. On avait sorti Caroline Allard qui avait fait Les Chroniques d'une mère indigne. Changer des couches sales 15 fois par jour, est-ce que ça encourage les pensées impures? On avait fait Un taxi la nuit avec Pierre-Léon Lalonde et on avait fait Lucie le chien avec Sophie Bienvenue. Gilles Hermand a su déceler des voix importantes de notre paysage littéraire d'aujourd'hui dès leur début. On a fait le lancement en même temps de ces 3 livres-là pour mettre au monde finalement des autrices et un auteur issus de la blogosphère avec des sujets très différents. Caroline et les Chroniques d'une mère indigne sur la maternité de façon très, très décomplexée. Je dis que c'est elle qui a le plus de succès parce qu'il y a eu 2 tomes de son livre. Ça a été une des premières web-séries faites par Radio-Canada. On était beaucoup dans les premières avec Caroline. Donc, un des premiers blogs publiés en livre, un des premiers livres-blogs adaptés en web-série. Il y a une bande dessinée aussi qui a été faite. Ses droits avaient été vendus en France, puis elle a été traduite en anglais, traduite en allemand et en italien, si je me souviens bien. Donc, ça avait quand même eu un beau succès. Pierre-Léon aussi, Un taxi la nuit avec ses 2 tomes. C'était intéressant. C'était les histoires d'un chauffeur de taxi la nuit à Montréal avec toutes les histoires et les anecdotes les plus folles les unes que les autres. Vous pouvez bien imaginer qu'un chauffeur de taxi puisse nous raconter. Et finalement, Sophie Bienvenue qui va devenir la grande autrice qu'on connaît aujourd'hui, qui était dans ses premières armes et qui nous parlait de sa vie, mais à travers les yeux de son chien, mais qui était un prétexte en fait pour parler de la société dans laquelle elle évoluait. On avait quand même décidé de garder dans les livres les commentaires les gens qui allaient sur les blogs pouvaient laisser des commentaires. On avait été extraire des commentaires pour garder l'aspect un petit peu interactif du livre. Innover ne se fait jamais seul, en fait. Ça repose aussi beaucoup sur la collaboration avec les auteurs et autrices. Il faut être capable de suivre leur parcours. C'est très important d'être à l'écoute de la créativité et de l'innovation des personnes qu'on appuie en édition. C'est exactement ce que croit Véronique Fontaine. Elle l'a vécu d'ailleurs avec l'auteur Simon Boulris. Et là, Simon Boulris m'envoie un texte en 2014 qui s'appelle « Ma jambe est un foulard ». Puis là, dans la vie, notre métier d'éditeur est quelque chose de très difficile, c'est refuser des textes. Et là, ce texte-là, il est bon, évidemment, c'est Simon, mais comme on publie très, très peu chez Fonfon, on choisit, puis il a fallu ne pas choisir ce livre-là. Mais dans ce livre-là, c'était l'histoire d'une guenon, qui était bien comique, puis était capable de faire plein d'affaires. Puis là, à la fin, elle est capable de mettre sa jambe derrière sa tête, puis quelqu'un la met au défi de mettre l'autre jambe, puis l'autre jambe n'est pas super bonne, elle reste coincée. Fait que là, l'histoire finit qu'elle a une jambe de poignée, puis là, quelqu'un dit « Ah, wow, c'est beau ton foulard », à cause du pantalon de la jambe, puis elle est comme « Ah, ma jambe est un foulard ». En gros, c'est ça l'histoire. Mais là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les premières lectures, il y a beaucoup de dénumération. Quand chaque syllabe est difficile à lire, des énumérations, des répétitions, c'est plus facile. Là, dans ce livre-là, il y avait « Je suis capable de plein d'affaires ». Puis il y avait un super bon punch à la fin. C'était super drôle qu'elle reste coincée avec sa jambe. Puis c'est ça qui manque en première lecture aussi, des punchs. C'est comme si c'est tellement d'énergie pour un enfant de lire, même si c'est très, très court texte. C'est quoi la récompense à la fin? Il faut toujours bien qu'il y ait un punch, quelque chose, puis il n'y en a pas tant que ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit à Simon, hey, cette affaire-là... Là, on va le twister. Là. On a refusé le texte, là, mais je suis capable, puis la jambe derrière la tête, c'est super drôle que finalement, elle soit pas capable de quelque chose. J'ai une idée de collection, j'ai envie que l'auteur soit au centre du livre, donc l'auteur est le propre personnage. Alors, c'est comme ça que cette collection-là est née. Donc, depuis, on a 10 petites séries. Chaque fois, on a, dans le fond, autour d'un auteur qui est son personnage, 4 petits livres. Très, très court texte, là, c'est 12 pages de texte. Là, je veux dire, c'est 120 mots. Là, c'est vraiment très, très court. Mais là, on s'adresse aux enfants, dans l'humour, dans le plaisir, avec un petit punch à la fin. Ça fonctionne, t'sais. Fait que tout ça pour dire, c'est fou de recevoir un manuscrit qui a un grand potentiel, mais pas exactement là où tu l'imagines, t'sais. De retwister ça puis d'en faire finalement une collection, tu sais. En tout cas, moi, je suis bien fière de cette histoire-là.
Quand on disait qu'innover, ça doit servir à quelque chose, eh bien, c'est plus clair maintenant. Innover, ça commence donc par la résolution d'un problème, un besoin, un livre introuvable ou une forme d'écriture qui doit rencontrer un nouveau public, par exemple. Et innover, ça ne se limite pas à la proposition littéraire en soi. Ça peut aussi être dans la façon dont le livre est présenté. On peut penser à des formats innovants ou carrément des nouveaux supports au texte qui ne sont pas du tout du papier. C'est ce que nous explique Gilles. L'innovation peut aussi s'exprimer par un autre support que de passer simplement par le livre imprimé. C'est quelque chose qui est intéressant dans notre travail, c'est de voir quelles sont les nouvelles approches qu'on peut avoir au niveau de la diffusion du contenu. Le métier d'éditeur est amené à changer, évidemment. Depuis quelques années aussi, maintenant, on commence à regarder la possibilité de faire des expositions autour de nos livres. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'évidemment, on commence à déborder beaucoup du métier d'éditeur. C'est sûr que c'est particulier avec le genre de livre qu'on fait. Nous autres, on fait des livres en histoire, on fait des livres de contenu, on a des choses à montrer, à mettre de l'avant. On a commencé à développer une certaine expertise pour faire des expositions, puis aussi comprendre que c'est encore un autre métier. Faire ce métier-là, on s'est entouré de quelques personnes pour nous aider à aller vers ce médium-là. Je pense qu'on peut tout faire en littérature. Il n'y a pas de limite à l'objet. Un exemple très concret chez nous, c'est Clairvoyante. J'ai rencontré Audrey Oulelmi, qui est devenue une bonne amie au fil du temps, qui m'a parlé de sa passion pour les oracles. Faites attention, un tarot n'est pas un oracle. Un oracle le tarot a des figures fixes, l'oracle n'en a pas. Donc on peut créer comme ça des tonnes d'oracles. Et elle voulait faire un oracle littéraire. Elle dit, malheureusement, c'est pas un livre. Je me dis, attends, non, c'est un livre. Si on regroupe 15 autrices, sous un même thème, on leur donne des thèmes, les bottes, un lieu, un objet et un personnage, on a un oracle, on va en faire un livre d'interprétation et on va faire des cartes. C'est juste qu'au lieu d'avoir des pages, on a des cartes et au lieu d'avoir un livre sous une couverture, ça va être une boîte. Donc, il y avait un défi de production qui était quand même là. Il y avait un ISBN qui l'identifiait comme un livre. Et sans rentrer dans les détails du point de vue du crédit d'impôt, c'était pas admissible parce que c'était pas un livre. Donc, ça, c'est un des défis. C'est de faire accepter, souvent les institutions, que l'innovation et le changement de format doit être permis parce que je pense que dans l'esprit qui est celui de raconter différemment, certes, mais raconter quand même, pour moi, c'est un livre. Donc, la définition d'un livre peut être extrêmement large. Et le jour où je vais m'arrêter sur une définition fixe, je vais probablement prendre ma retraite. Parce que l'envie d'explorer différentes façons d'exprimer une histoire, c'est ce qui était à la base de tout. Si quelqu'un dit « je veux Moby Dick en code Morse », ce qui pourrait être assez fastidieux, mon métier, ce serait de le faire. Parce que s'il y a une volonté de présenter autrement un texte, je vais le faire. Je me suis lancée dans Fonfon Interactif parce que j'ai commencé à faire de l'édition en 2010. En 2010, là, il y avait, je prends cette image-là tout le temps, le bateau du numérique. Là, c'était comme, fallait pas manquer le bateau du numérique. Là, tout le monde faisait des PDF, puis il fallait faire des PDF. Puis là, moi, j'étais comme, mais comment ça, donc, je vais faire des PDF? Pourquoi je mettrais des enfants devant un écran, encore une fois? Je veux dire, le livre, c'est justement l'inverse, c'est les sortir de l'écran. Mais là, je me dis, mais mon Dieu, mais là, je manque le bateau du numérique, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Puis là, je me disais, mais je refusais de faire un PDF. J'étais comme fâchée de ça. Je dis, c'est pas vrai, je vais faire ça. Fonfon Interactif, c'est la réponse à la question comment je fais du numérique en impliquant les enfants, en stimulant, en utilisant ce que la technologie permet pour créer, pour aller plus loin, mais à travers la littérature. Donc, le concept de Fonfon Interactif, dans le fond, on avait choisi 3 livres Fonfon, Meu et Gertrude, La Reine et que ça saute, 1-0 pour Charlot. Chaque fois, c'est un peu le même principe. D'un côté, il y a l'histoire, donc exactement ce qu'on retrouve dans le livre papier, mais à travers ça, on peut se le faire lire par une narration ou pas. Il y a une musique qui peut jouer, il y a des petits éléments qu'on peut évidemment faire animer en touchant l'écran et tout ça. Mais il y a une autre entrée dans l'application où on offre à l'enfant, c'est comme un tableau blanc, puis on dit maintenant, crée ta propre histoire. Donc, si on est dans l'univers de Meu et Gertrude,
bien là, on a accès aux personnages, aux décors, à des accessoires. Et là, l'enfant choisit, dispose les éléments à sa façon, enregistre sa voix s'il le veut. S'il est en mesure d'écrire, il peut ajouter du texte. Puis il peut faire autant de pages qu'il veut, puis publier sa propre histoire dans une petite bibliothèque dans l'application. Fait que c'était autant un côté littéraire qu'un côté création littéraire. Puis on a vu, nous, des enfants créer des histoires, des enfants qui n'aiment pas écrire, qui n'aiment pas lire. Des témoignages de parents qui disaient, là, mon enfant, il n'arrête plus d'écrire des histoires. Il pleure parce qu'il veut continuer. Puis là, on se disait, ah, là, on a touché à quelque chose, je pense. Alors, on a lancé ce projet de fou. Honnêtement, ça n'a aucun sens avoir su ce que ça me coûterait en temps et en énergie, et en argent et en tout. Non, je leur ferais pareil. Je leur ferais pareil parce que c'est comme ça que je me suis démarquée comme éditeur, je pense. C'est comme ça qu'on m'a remarquée. Les gens ont vu que j'avais essayé quelque chose. Je pense que les gens ont respecté cette démarche-là. Puis là, ça m'a comme placée comme un super spécialiste en numérique. C'est étrange quand même, là, venant de moi, mais c'est ça. Fait que Fonfon Interactif, ça a marqué Fonfon. Ça lui a donné beaucoup de crédibilité. Puis je pense que ça fait aujourd'hui un petit peu ce que la maison est. Dans le cas de Véronique, l'histoire de Fonfon Interactif a vraiment mis sur la carte la maison d'édition. Mais innover, c'est loin d'être simple. Ça demande du temps et des ressources. Beaucoup de ressources. Et parfois, on n'a pas toujours les résultats escomptés. Mais ça fait partie du risque que vivent tous les éditeurs et éditrices au quotidien. J'ai développé il y a quelques années, avec des partenaires, Christian Roy, Clément Laberge, entre autres, un projet qui s'appelle Tami. On était avant le grand avènement des intelligences artificielles. Nous autres, on préférait plutôt parler d'algorithmes de recherche que d'intelligence artificielle. C'est toujours un peu pompeux. Et Tami, le projet, c'était... On se posait la question, est-ce que c'est possible d'enrichir les métadonnées du livre avec des algorithmes plutôt que de le faire par des humains? Parce que la conclusion à laquelle on était arrivé, moi en premier comme éditeur, c'était qu'on le fait pas ou on le fait très mal, produire les métadonnées. Donc avec ce projet-là, on est capable de tisser une toile absolument gigantesque de ce qui est contenu dans un livre et de faire des liens entre des œuvres, que ce soit des œuvres cinématographiques, théâtrales, musicales, etc. Les algorithmes développés autour de Tami ont quand même servi à plusieurs reprises. Quelques exemples, le robot lecteur qui est en place sur le site leslibraires.ca, qui permet de conseiller les lecteurs et les lectrices, est basé sur les algorithmes de Tami. Cet outil-là est sous-exploité aujourd'hui. Il y a quelques exemples, mais en bout de ligne, on n'en fait pas grand-chose parce que c'est souvent ça, les projets en innovation. On fait un test, on a fait un prototype, on envoie toutes les capacités, mais quand on veut venir exploiter la capacité, on n'a pas les moyens de développer ou de mettre en place réellement des projets autour de ça. La clé USB. Cette fausse bonne idée ou cette bonne fausse idée, je ne sais pas comment le dire. Un peu après 2010-2012, c'est l'arrivée du livre numérique et je trouvais cette espèce d'idée un peu folle de faire un lien entre le physique et le numérique avec cette clé USB qui m'a apporté beaucoup de publicité gratuite. Si on veut, les gens en ont beaucoup jasé. Pour moi, c'était une évidence. J'ai vu cette petite clé-là, j'ai trouvé ça sur un site où on vend des stylos qu'on peut personnaliser, des choses comme ça. Et il y avait cette carte où, et ça a l'air quand même assez cool quand tu y penses, tu donnes à quelqu'un une carte, c'est une clé USB, il y a du matériel dessus. Un livre numérique, c'est très léger, on peut en mettre quelques-uns. Jusque-là, tout va bien. Je me dis, ben voilà, on va faire une œuvre complète, on va faire toutes sortes de choses dessus. Mon catalogue de droits était sur une clé USB. Et pendant 2 ou 3 ans, lorsque je donnais ma clé USB dans les rencontres, les gens faisaient « Wow, cool, clé USB ». Donc, l'idée était cool. Et il y a un journaliste à Québec, Didier Fessou, qui m'appelle et il dit « Mais c'est brillant. Vous avez dressé le pont entre le physique et le numérique. C'est lumineux. Vous allez avoir un succès fou avec ça. » Puis je le regarde, je fais « Écoute, je suis pas sûr. » Alors, on a essayé de le mettre en marché. En salon du livre, les gens regardaient ça et faisaient « C'est quoi ça? » On expliquait le concept. On n'en vendait pas. On a eu de la presse là-dessus. On n'en vendait pas. C'était extrêmement compliqué à mettre en marché et finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait juste pas d'intérêt. Les gens préférant peut-être, c'est la leçon qu'il faut tirer de tout ça, avoir un livre avec le soin qu'habituellement j'y apporte, donc entre leurs mains plutôt qu'une petite clé USB qu'on branche. Je sais pas, on est en quelle année? 2020. C'est Inktober. Okay? C'est le mois d'octobre. Puis il y a un défi. Les illustrateurs et illustratrices sur les réseaux sociaux vont chaque jour faire une illustration à l'encre. Inktober.
Et là, Josée Bisaillon, qui est une amie, qui est une illustratrice que j'admire beaucoup, qui a publié chez Fonfon, mais partout ailleurs aussi, se met à publier chaque jour des recettes illustrées à l'encre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Josée, sa technique de prédilection, c'est le collage. T'sais. Fait que là, c'est soudain, je redécouvre Josée Bisaillon. Puis là, chaque jour, il y a une tarte à la citrouille. Le lendemain, je sais pas moi, le pesto. Puis là, je suis comme, mais que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau ce qu'elle fait. Puis je suis comme, Josée, faites-tu un livre de recettes? Puis je vous rappelle que Fonfon fait des albums illustrés. Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, nous, on fait de la fiction. Puis là, Josée, elle n'écrit pas dans la vie. Donc, on a fait un livre qui s'appelle « Dans ma cuisine », recettes et histoires pour la famille. Alors, Josée nous raconte, par exemple, la fois où elle était en Angleterre, puis qu'elle s'est fait courir après par des chèvres, puis qu'elle a pensé mourir, puis qu'au bout du compte, elle a mangé une soupe brocoli Stilton. Et là, on a la recette de la soupe. Tout est illustré. On va dans sa famille, on parle de son érablière, on parle des grands-pères dans le sirop, des recettes, des histoires qui s'entrecroisent. C'est magnifique. On a fait ce livre-là en moins d'1 an parce que les illustrations des recettes étaient déjà là. Josée nous a ouvert son cœur, nous a ouvert sa famille. Puis on a fait ce projet-là, puis il est sorti, puis il est incroyable, mais il le vend pas. Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, quand tu sors des sentiers battus, que tu fais quelque chose d'un peu bizarre, il est incompris, le projet. Est-ce que dans une librairie, on le met en littérature jeunesse ou dans les livres de cuisine? Puis là, si tu le regardes, tu te dis, ouais, mais là, mon enfant, il peut pas faire le tofu lui-même tout seul, tu sais. Puis c'est comme, non, c'est ça, c'est pour la famille. OK, attends, OK, fait que ça, c'est un livre pour tout le monde. Puis là, tout le monde est mêlé. Est-ce que je regrette d'avoir fait ce projet-là? Pas du tout. Je pense que j'ai encore comme 4000 copies, là. Tu sais, j'ai un problème, là. Je paye des frais de stockage, pas de bon sens. On l'avait sorti pour Noël, on se disait, ça va marcher, on a imprimé 7000. Puis là, il m'en reste 4000, puis là, je suis même, mais je peux pas pilonner ça, là. Il est ben trop beau. Un projet d'innovation qui fonctionne moins bien, je pense que ça arrive jamais. Dans le sens que le résultat escompté n'est peut-être pas le même ou le bon, mais de l'innovation, c'est de l'essai-erreur. Même j'enlèverais le mot erreur, c'est juste de l'essai. Tu essaies des affaires, puis il en ressort tout le temps quelque chose. Oui, les grands projets de création innovants avec toutes sortes de nouvelles technologies sont particulièrement impressionnants. Mais innover, ça veut aussi dire revoir des classiques et revisiter des projets d'édition passés avec une touche de nouveauté, comme l'explique Véronique. Pète et répète, la véritable histoire. Un texte de Katia Kanchani. On reçoit ça dans l'adresse manuscrite, là où on reçoit les textes. Puis là, je suis comme, voyons, un livre sur Pète et répète. J'avais comme une petite gêne. Tu te dis, c'est tellement quelque chose qu'on raconte qui fait partie de nos vies. Comment en faire un livre, ça n'a pas de bon sens. Mais là, on lit ça en équipe, on rit. On rit, c'est tellement niaiseux, mais c'est tellement bon. Tu sais, ça fait partie de notre histoire, hein, Pète et répète. T'sais, quel enfant au Québec n'a pas fait cette blague, tu sais. Donc, on se dit, OK, on va le faire, Pète et répète. Mais là, on voulait pas que ce soit cheap. T'sais, on se dit, ça, c'est notre patrimoine, c'est québécois, c'est notre histoire, ça fait partie de notre identité. Faisons semblant que c'est un conte classique, finalement, parce que c'est ça que c'est pour nous. Donc, on est allé chercher Guillaume Perrault aux illustrations, et là, on lui a dit, là, c'est pas un album illustré éclaté avec des grandes doubles pages illustrées. Non, on y va très classique, texte d'un côté avec la lettrine qui commence, illustration de l'autre dans un petit cadre. Tu sais, tout est bien rangé dans Pète et répète. Comprenez-vous le fun qu'on a eu? Tu sais, c'est de mettre en opposition aussi des fois, tu sais, des affaires qui font pas de sens, puis de les remettre dans un cadre tellement classique que ça donne des espèces de lettres de noblesse, tu sais. Mais ce qui est intéressant avec ce livre-là, nous, comme éditeurs, une autre chose qu'on doit faire, c'est soumettre nos livres à des prix littéraires. Puis, tu sais, il y a des prix qu'on doit choisir un livre dans l'année qu'on dépose, mais des fois, on peut déposer tout ce qu'on a fait. Et là arrive le moment où déposer au gouverneur général, tu sais. Puis là, on s'entend, là, les GG, on sait le prestige qui vient avec ça. Puis là, on est devant Pète et répète, on l'a entre nos mains, puis on se dit, hey, on peut pas déposer Pète et répète au GG. Puis en même temps, on se dit, ben, nous, on est fiers de ce qu'on a fait avec ça, fait qu'on le dépose. On a gagné. Réalisez-vous. C'est l'affaire la plus extraordinaire, je pense, qui est arrivée. Gagner un GG avec Pète et répète. T'sais, enfin, on reconnaît que dans l'humour, dans la littérature jeunesse, on est capable de faire de grandes choses qui sont quand même littéraires. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui donne une espèce de petite tape dans le dos de « Hey, oui, vous avez le droit de faire ça ». L'idée d'actualiser un conte classique me fait aussi penser à la démarche de Septentrion, qui revisite également de grands moments d'histoire dans des propositions innovantes de livres. Par exemple,
Gilles Herman n'a pas hésité à proposer une autre version de l'histoire avec l'édition d'un projet particulier de l'auteur Webster. On a fait un projet de livre qui s'appelle Le grain de sable avec Webster au texte et Valmont aux illustrations, qui parle du premier esclave noir en Amérique, qui va être un contemporain de Champlain. Le souffle court battait le rythme de mes pas. J'allais vers ma case sans jamais me douter qu'elle serait vite celle de mon départ. J'y ai vu ma douce mère pilant le mil dans la calebasse. Un dernier souvenir avant l'odeur fétide de la cale basse de bateau négrier. C'est un sujet complexe parce que donc on parle du sujet de l'esclavage en Nouvelle-France, de la présence africaine en Amérique qu'on a tendance à vouloir ramener au 19e siècle, au 20e siècle, c'est ça, c'est aux États-Unis. Non, écoute, le premier noir africain esclave en Nouvelle-France, il est là avec Champlain. Dans les fondations de Québec et du Québec, on a un esclave avec un statut d'esclave, là. Pour nous autres, c'était vraiment important de pouvoir offrir un livre pour les jeunes, sensible sur ce sujet-là. Nous autres, on conseille souvent aux professeurs ou aux parents de lire le livre avec l'enfant, évidemment, pour pouvoir accompagner sa lecture et sa compréhension de la chose. Mais c'est pas un livre non plus difficile dans son accès. Là, ça reste un livre fait pour les enfants, mais ça amène un livre comme ça à réfléchir à notre vision de l'histoire. Quand est venu le temps de faire la promotion de ce livre, on a été surpris de la réaction du public qui a été majoritairement très bonne, mais dans les salons du livre, on a quand même découvert qu'une petite frange de la population n'était pas prête à recevoir l'idée que leurs ancêtres avaient pu avoir des pratiques esclavagistes en Nouvelle-France et essayaient de minimiser l'importance de l'esclavagisme ou la portée sociale que ça avait pu avoir, comme si c'était eux autres qui s'y étaient mis sur le banc des accusés, et non pas la pratique de leurs ancêtres qui, de toute façon, s'inscrit dans quelque chose de plus grand, qui est une société, toute une société qui est mise au banc dans cette histoire-là, quelque part. Et ça nous a beaucoup confrontés comme éditeurs sur notre rôle social, quand on vient le temps de publier des livres, de porter de la nouveauté dans le champ historiographique, encore que c'est pas si nouveau que ça, cette idée-là, mais là, on était sur un album jeunesse. Je pense que quand on s'adresse aux jeunes, on a encore une plus grosse sensibilité. Et donc, ça nous a amené à beaucoup réfléchir aussi à la portée de ce qu'on fait et aussi à l'encadrement qu'on doit offrir à nos autrices, auteurs, quand vient le temps de rencontrer le public. Innover, c'est aussi paver la voie vers le futur. Mais Antoine, lui, comment voit-il le futur chez Alto? Le slow publishing, c'est une expression que j'essaie de mettre dans ma bouche de ce temps-ci. Ça vient d'un art de vivre qui est ailleurs, cette idée du slow living. Le book art, si on prend l'hashtag book art sur Instagram, par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment fabriquer des livres à la main. Et je me suis dit, moi, je suis dans la production idéalement de masse parce que c'est comme ça qu'on fait les profits. Mais je suis aussi dans la micro-production parce que je me laisse ce petit espace de faire des livres, par exemple, des livres qui brillent dans le noir. Ectoplasme, c'est une collection d'histoires de fantômes. C'est une tradition victorienne de s'offrir des histoires de fantômes à Noël. Il n'y avait pas ça dans le domaine francophone. J'ai décidé d'emprunter la chose et de demander à Martine Desjardins et à Heather O'Neill de signer une histoire de fantôme originale. Et j'ai développé l'objet avec une couverture qui a en fait 2 designs, qui est sérigraphiée à la main. Une sérigraphie, une encre métallique, et l'autre, c'est une encre qui brille dans le noir. Donc, on a 2 designs. Cousu à la main, page de garde en glamat transparent, papier Lennon, numéroté signé, la totale. Commercialement, c'est une folie parce que le coût unitaire de chaque livre était, je crois, de 5 ou 6 $ et je le vendais de 15,99 $ parce que je voulais pas que ça soit trop cher. Donc, j'ai perdu plusieurs milliers de dollars. Je les ai vendus en moins de 2 semaines aussi. C'est-à-dire qu'il y avait seulement 700 copies et aucune économie d'échelle. Ça m'a mis au défi de développer ce que j'appelle le slow publishing, c'est-à-dire de prendre le temps, à côté de la tourmente de la publication habituelle des saisons, de dire, là, je vais faire un bouquin qui ressemble à rien. Je vais explorer un carton, je vais explorer un papier, je vais explorer, je travaille là-dessus présentement,
une encre sérigraphie que tu peux chauffer et qui disparaît. Ça fait des années que je veux trouver un moyen d'intégrer la technologie c'est un grand mot, du scratch and sniff. C'est assez clair pour nous 3 éditeurs et éditrices que l'innovation doit avoir un but, un sens. Quand on y pense, la littérature joue déjà un rôle social essentiel en nous donnant accès à des écrits sur nos sociétés. C'est important que l'innovation fasse partie intégrale de ce rôle. Et ça va même jusqu'à réfléchir à l'impact environnemental de nos livres. On éduque nos enfants par la littérature. Je me dis, plus la société est éduquée, plus on pourra faire face aux défis de la crise écologique, tu sais. Fait que je pense qu'on a un rôle d'éducation en littérature jeunesse par rapport à l'écologie, mais reste qu'on fait des livres qui sont faits de papier. C'est super contradictoire. Mais après ça, on apprend que le livre numérique, il y a aussi un coût écologique à ça. Tu sais, dans le fond, plus on avance, plus on sait des choses, puis moins on sait comment faire. Les questions d'environnement, elles doivent être au cœur de nos pratiques, là. On ne peut plus les ignorer, là. En tout cas, j'ai jamais voulu les ignorer de toute façon. Quand je dis que j'imprime au Québec depuis toujours, c'est un peu ça, le transport des livres, mais c'est aussi la main-d'œuvre d'ici, c'est le papier d'ici. Il y a comme... pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale. Là, après, quand tu te retrouves avec 4000 livres qui dorment à l'entrepôt, c'est quoi le coût écologique de ça versus le faire pilonner? Je le sais pas. C'est super confrontant, ces questions-là. Puis je me dis, moi, j'essaie d'y répondre en publiant le moins de livres possible. Fait que je me dis, chaque livre que je choisis, c'est que je pense qu'il y a vraiment sa place puis qui est nécessaire. Fait que je me dis, déjà là, si tout le monde réduisait la production, mettons. Mais je pense qu'on aurait déjà peut-être un écosystème un peu plus en santé. Après, si tout le monde faisait attention au type de papier qu'il choisit, moi, je prends un papier qui est québécois, t'sais. Mais il n'est pas super recyclé. Il est un petit peu recyclé, mais pas tant. Nous, c'est des illustrations. Un papier recyclé, ça va être plus jaune. Les illustrations vont moins bien sortir. On a comme des contraintes, puis là, c'est faire le moins pire des choix, si on veut. Mais il y a quand même des initiatives intéressantes. Imprimer au Québec, ça coûte super cher. Mais là, on est plein d'éditeurs qui se rassemblent pour imprimer tout en même temps sur le même papier. Fait que ça permet une économie d'échelle. Je sais pas, c'est beaucoup de domaines, d'entreprises où, finalement, des compétiteurs, on va se le dire, là, on est des éditeurs, on est plusieurs éditeurs jeunesse, techniquement, on est des compétiteurs. On se met ensemble pour imprimer ensemble, Il y a quelque chose de beau là-dedans. L'innovation, ultimement, lorsqu'on y réfléchit correctement et qu'on se donne un objectif social ou à tout le moins d'inscription dans la société qui nous abrite, parce qu'il faut dire qu'on est une industrie de service. Mais en innovant et en trouvant des façons différentes d'atteindre les publics, je pense qu'on peut juste en bénéficier. Innover en édition, ça veut dire proposer des textes souvent à l'avant-garde de notre société, sur des supports qui déjouent continuellement les standards du milieu. C'est aussi revoir nos façons de faire dans le métier, en réfléchissant aux objectifs concrets de chaque projet, incluant l'impact social et environnemental. Pour Véronique de Fonfon, Gilles de Septentrion et Antoine d'Alto, innover fait partie intégrante de leur pratique au quotidien. Leur but est clair, proposer des créations littéraires toujours pertinentes qui dépassent nos attentes de lecteurs et lectrices. C'est ce qui conclut notre immersion dans le monde de l'édition. Maintenant, quand vous allez ouvrir un livre, vous allez savoir vous aussi tous les secrets qui se cachent derrière sa création. Le travail d'édition est un processus complexe. Il peut passer par des tâches insoupçonnées comme l'exploration en forêt, en quête de la fleur parfaite pour une couverture. Il implique souvent des recherches approfondies et de grandes remises en question. Mais il est toujours guidé par le développement de relations uniques avec les autrices et les auteurs. Vous connaissez maintenant le parcours du livre qui prend vie d'abord en maison d'édition. Et surtout, vous savez qu'une maison d'édition est un refuge, un endroit garant de l'existence de la culture d'ici, à travers le monde, pour les années à venir. Secret d'édition est un balado produit par l'Association nationale des éditeurs de livres, réalisé par Francis Thibault et animé par Catherine-Emmanuelle Brunet. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Caisse de la culture Desjardins.